Berlin-Est, 16 octobre 2009. Le Neues Museum, qui vient d'être restauré, réouvre ses portes. C'est ici que l'on peut admirer la plus belle collection d'œuvres égyptiennes d'Allemagne. Mais le véritable événement, c'est l'arrivée d'une des reines les plus célèbres de l'histoire d'Égypte, le buste de Néfertiti. Un chef-d'œuvre qui était exposé depuis 20 ans dans le vieux musée de Berlin. Aujourd'hui, Néfertiti change d'adresse pour venir trôner au Neues Museum. Je crois que c'est un chef-d'œuvre absolu et en plus un chef-d'œuvre intemporel. Quelle impression de perfection, de plénitude esthétique en fait. Hein. On voit une beauté parfaite. D'où est-ce que ça vient? C'est son histoire qui en a fait une star. Vous savez, c'est un peu comme votre Mona Lisa. C'est l'icône de l'identité égyptienne. Néfertiti, âgée de plus de 3000 ans. Toutes les précautions sont prises pour ne pas égratigner ce visage vierge de tout défaut. Son état de conservation est d'ailleurs une des plus grandes énigmes dans l'histoire des découvertes archéologiques. Mais la fête est gâchée par un scandale venant de Genève et relayé par la presse française. Le buste de Néfertiti est accusé d'être un faux. À l'origine de cette polémique, une enquête menée pendant plus de 20 ans par l'historien Henri Stirling. Sur le fait que ce soit une copie, un faux, un modèle, une maquette, ça pour moi il n'y a aucun doute. Ce qui a d'abord éveillé les soupçons de l'historien, c'est l'état de conservation exceptionnel dans lequel le buste de Néfertiti a été trouvé. Cet objet était tellement incongru, quelque chose qui était complètement différent de ce qu'on attendait de la part d'un buste égyptien qui datait de 3300 ans. Pour l'historien Henri Stirling, le buste de Néfertiti est donc bien conservé. Trop peut-être, trop neuf pour être vrai. Et puis il y a cet autre buste trouvé à côté de celui de Néfertiti. Il s'agit du buste du pharaon Akhenaton, son mari, totalement défiguré. Comment expliquer que ces deux bustes, trouvés au même endroit et au même moment, soient dans un état de conservation si différent? Alors le buste de Néfertiti serait-il un faux? À Montpellier, l'archéologue égyptologue Marc Gabold, spécialiste de Néfertiti, répond aux accusations d'Henri Stirling. Il faut se dire qu'il a eu raison de poser la question, que les arguments qu'il a fournis ne sont pas suffisants. Si on arrive à me donner des arguments scientifiques forts, comme quoi c'est un faux, je m'y résoudrai. Il restera toujours un petit élément de doute. On ne sait jamais. Retour dans les sous-sols du Neues Museum, où est organisée une conférence de presse. Les journalistes invités prennent des notes, mais aucune question sur les accusations à propos de l'authenticité du buste. Car remettre en cause le buste de Néfertiti outre-Rhin est tabou. Car ce buste découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt il y a près d'un siècle en Égypte est devenu un symbole en Allemagne. Nous avons néanmoins posé la question à Madame Seyfried, directrice du Neues Museum. Quand on est devant ce buste, on ne se pose pas la question. Que ce buste est authentique va de soi. On devrait plutôt se poser la question, pourquoi serait-il faux? De nombreux archéologues, français, italiens, américains, émettent des doutes sur l'authenticité de ce buste. Aucun n'a souhaité nous répondre officiellement. Nous avons donc décidé de mener notre propre enquête. Vous verrez que tout le monde se tient par la barbichette et que personne n'ose se mouiller dans ces opérations pour déclarer que l'objet est véritablement un faux. Alors, le buste le plus célèbre de l'histoire de l'Égypte est-il un faux? Nous avons rencontré les plus grands experts sur la question, soumis le buste au détecteur de mensonges, remonté le cours de l'histoire. Ce que nous avons découvert dans cette enquête changera à jamais votre regard sur la plus mystérieuse reine d'Égypte et sa représentation, le buste de Néfertiti. Qui était Néfertiti? Voilà un des plus grands mystères de l'histoire pharaonique de l'Égypte. Des générations d'archéologues ont fouillé derrière tous les monuments.
décrypter chaque hiéroglyphe gravé sur les pylônes et les murs des temples pour tenter de traquer le moindre indice évoquant son existence. Pour retrouver les premières traces de la reine Néfertiti, les archéologues ont remonté le cours du Nil jusqu'à Karnak, dans un des centres religieux les plus importants d'Égypte. C'est dans ce labyrinthe de temples et de colonnes que l'on a enfin trouvé la première image de la reine Néfertiti. Une image gravée délicatement sur une pierre ayant appartenu à un temple disparu. Mais des origines de Néfertiti, on ne sait rien. Probablement égyptienne, mais surtout première épouse du célèbre pharaon de la XVIIIe dynastie, le grand Akhénaton. Néfertiti était l'épouse principale d'Akhénaton. C'était la seule femme qui était en droit de porter le titre de grande épouse du roi. On connaît les sœurs de la reine et on connaît sa nourrice. Mais de l'origine de la famille de Néfertiti, on ne sait rien. Si je veux être honnête, je dois vous dire, on ne sait pas. C'est la reine d'Égypte dont on possède le plus de représentations, le plus de documents qu'il évoque, et c'est peut-être une de celles dont on sait le moins. On ne connaît pas les parents de Néfertiti. Mais ce qui nous frappe, c'est sa beauté unique, avec ce visage qui nous paraît au premier regard si moderne. Si l'on connaît le nom de la reine Néfertiti, c'est grâce à son époux, Akhénaton, le rebelle, l'hérétique. Car ce pharaon s'est rendu célèbre en faisant table rase de tous les dieux égyptiens pour imposer un seul dieu, Aton, le dieu soleil. Sous son règne, pendant la XVIIIe dynastie, Akhénaton construit de nouveaux temples à ciel ouvert pour permettre aux rayons de l'astre solaire de diffuser leurs bienfaits. Dans sa nouvelle religion, le pharaon Akhénaton développe le culte de la personnalité. Car désormais, Akhénaton et le dieu soleil ne font qu'un. Néfertiti et Akhénaton ont également formé le couple le plus romantique de toutes les dynasties pharaoniques. Leur amour, l'un pour l'autre, a débuté très tôt. Sur cette statuaire, ils sont âgés d'à peine 14 ans. Le peuple découvre pour la première fois deux adolescents, maîtres d'un empire, se tenant par la main. Dans les représentations, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Ce que l'on voit de tout à fait étonnant, c'est le roi et la reine s'embrasser. Ils sont sur le char royal et Akhénaton embrasse Néfertiti. Néfertiti est en train de poser un collier au cou d'Akhénaton et elle en profite pour lui voler un petit baiser au passage. Donc on a une très très grande intimité qui est représentée et qui est certainement le reflet d'un grand amour. Akhénaton et Néfertiti quittent la région de Karnak pour venir s'installer au centre de l'Égypte, à Tel el Amarna. Au milieu d'un désert, c'est là qu'ils construisent une nouvelle cité royale, qu'ils vont baptiser Akhet-Aton, l'horizon du soleil. Le plus célèbre couple de l'histoire d'Égypte va vivre dans une ville moderne, construite rapidement, pouvant accueillir 50 000 habitants. Une cité dotée de nombreux temples sans toit, car Akhénaton et Néfertiti consacrent la majorité de leur temps à l'adoration du dieu soleil. Mais le règne d'Akhénaton et de Néfertiti ne durera que 17 ans. Après leur mort, leurs successeurs effaceront toute trace de leur existence et démonteront les palais pierre par pierre. En moins d'une trentaine d'années, la cité se videra de ses habitants et redeviendra un désert. C'est un petit peu une Pompéi des sables, et quand on fouille les bâtiments qui datent de la XVIIIe dynastie, on n'a qu'un niveau d'occupation en quelque sorte, celui de l'époque d'Akhénaton, et c'est une ville qui a vécu en gros une quinzaine d'années. Donc c'est très très peu. On a un instantané de la vie égyptienne. C'est dans ce désert de 10 km de long sur 5 km de large que le 6 décembre 1912, le buste de Néfertiti surgit intact au milieu de nulle part. Ludwig Borchardt est né à Berlin en 1863. C'était le plus célèbre archéologue allemand de son époque. L'Égypte, ses monuments et son architecture fascinent Borchardt. Vers 1906, l'archéologue allemand décide de fouiller la cité d'Akhénaton.
Une ville fantôme pour les uns, une vaste scène de crime pour l'archéologue. Car Borchardt est un fin limier. Il est persuadé qu'il va faire le coup du siècle. Et c'est le 6 décembre 1912, entouré de son équipe, qu'il aurait fait la grande découverte de sa vie. Le célèbre buste de Néfertiti. Ce buste taillé dans le calcaire émerge sous 50 cm de gravats. Borchardt ressuscite une reine intacte, presque vivante, avec toutes ses couleurs. Mais comment l'archéologue Borchardt aurait-il fait jaillir ce chef-d'œuvre au milieu de nulle part? Avant l'arrivée de l'Allemand, l'ancienne cité d'Akhenaton était la chasse gardée des Anglais et de leur chef archéologue, Flinders Petrie. Lui et ses équipes, en 1891 et 1892, avaient déjà fouillé partout. Ils avaient ouvert les tombeaux, découvert les magnifiques fresques des hauts dignitaires, mis à jour les fondations des palais. Mais jamais ils n'ont découvert un chef-d'œuvre comme cette Néfertiti. L'arrivée de l'archéologue allemand Borchardt en 1906 fait sourire les Anglais. Ils ricanent même. Ils sont persuadés que l'Allemand fera chou blanc. Flinders Petrie était déjà là. Il a arrêté les fouilles à Tel el Amarna à la fin du 19e siècle. Pour lui, c'était fini. Il était sûr qu'il n'y avait plus rien à trouver. Mais de ce que l'on sait, ce ne fut pas le cas. Borchardt arriva à Amarna parce qu'il s'intéressait à l'urbanisme égyptien. Mais il avait un autre plan. Il était en contact avec le musée de Berlin et il voulait ramener quelque chose de spectaculaire à Berlin. En ce début de XXe siècle, l'Égypte est le plus grand terrain de chasse pour les archéologues du monde entier. Dans cette course au trésor, la Prusse est en retard. Guillaume II charge alors Borchardt de ramener un trophée à tout prix. Avant de commencer ses fouilles, l'archéologue, malin, se renseigne auprès des antiquaires du Vieux-Caire qui trafiquent avec les pilleurs. C'est là qu'il apprend qu'une partie de la cité d'Akhenaton n'a pas été encore fouillée. Borchardt est aussi un architecte. Alors, dès son arrivée, il aurait établi un plan de la zone sud-est, celle du quartier des artisans. Là où ni les Anglais ni les pilleurs ne sont allés gratter. Et il s'intéresse à l'habitat. Donc il va fouiller d'abord les grandes villas qui se distinguent sur le site parce qu'elles forment un petit monticule. Et puis il va étendre ses fouilles à l'habitat un petit peu plus commun. Et par extraordinaire, il va tomber à un moment donné sur l'officine et la villa du sculpteur Thoutmôsis, qui va être le point d'orgue de ses fouilles. Grâce à sa méthode, Borchardt identifie rapidement une propriété composée de plusieurs ateliers de sculpteurs. Excité, l'archéologue visite le jardin et ratisse le moindre centimètre carré. C'est là qu'il identifie derrière ces silos une maison qui aurait appartenu au chef des sculpteurs d'Akhenaton et de Néfertiti. C'est dans cette maison que Borchardt aurait découvert le buste de Néfertiti. Intrigués par ce miracle, nous avons voulu retourner un siècle plus tard sur les traces de l'archéologue Ludwig Borchardt. Retrouver la maison dans laquelle le buste a été découvert. Direction le sud, à 5 heures de route du Caire, où se trouve Tel el Amarna, la cité fantôme d'Akhenaton et de Néfertiti. Nous sommes accompagnés de Luc Vatrin, archéologue, chasseur de faux et expert en objets d'art de l'Égypte antique auprès des tribunaux, et de l'archéologue égyptien Hamada, inspecteur général du chantier de fouilles de Tel el Amarna. Voilà le rapport de Borchardt sur le buste de Néfertiti. As you can see, this is the official report made after the excavation by Borchardt. There is not a lot of things which Luc Vatrin a emporté avec lui un document exceptionnel, les notes et les croquis de l'archéologue Ludwig Borchardt, dans lesquels il raconte tout de sa découverte du buste en 1912. Ce document va nous aider à retrouver l'endroit exact où le buste de Néfertiti aurait été découvert.
Patrick, now we arrive to the house of Thutmose. This is very important house, which is defined which Burckhardt in 6 December 1912 find the bust of Nefertiti, which now in Berlin Museum. Voilà ce qu'il reste, 3300 ans plus tard, de l'atelier du chef sculpteur Thutmosis. C'est quelque part, dans une de ces pièces que Borchardt, l'archéologue allemand, aurait découvert le buste de Nefertiti. Plan en main, l'archéologue Luc Vatrin décrypte les lieux. Alors là, effectivement, c'est émouvant. Vous avez la salle de réception du propriétaire de la villa, c'est très certainement ici que ces hôtes de marque venaient, mais également, pourquoi pas, venaient poser les hauts personnages de l'État, et pourquoi pas la reine Nefertiti elle-même. Alors on quitte la salle de la réception, et là, bien évidemment, on arrive sur l'atelier du sculpteur. Derrière la porte, Borchardt est très précis dans ses écrits. Qu'est-ce qu'il découvre? Dans cet angle ici, le buste de la reine. D'après Borchardt, Nefertiti était là, enfouie, depuis 3200 ans et pourtant si vivante. Et ce n'est pas fini. La maison du chef des sculpteurs d'Akhenaton regorge de trésors. Borchardt découvre dans les autres pièces la plus belle collection de bustes de l'époque d'Akhenaton. Des masques de plâtre à l'aspect étrangement réaliste, des modèles d'atelier comme celui d'Akhenaton lui-même, un modèle inachevé. Et le fameux buste défiguré du pharaon Akhenaton, trouvé juste à côté de celui de Nefertiti. Ludwig Borchardt offre ainsi au musée de Berlin ses plus beaux trophées. Mais dans ce conte de fées pour archéologues, un détail va retenir l'attention d'un historien. Un élément qui va déclencher une enquête digne d'un roman policier. Au Caire, dans sa maison coloniale, l'archéologue Ludwig Borchardt mettra étrangement plus d'une dizaine d'années pour livrer un rapport complet sur ses fouilles de Tel El Amarna de 1912. Il y relate l'histoire de la découverte du buste en calcaire de Nefertiti et de celle d'un autre buste, lui aussi en calcaire, trouvé juste à côté, le buste du pharaon Akhenaton, au visage éclaté. Dans ses relevés topographiques, Borchardt a soigneusement noté l'emplacement du buste de Nefertiti. Mais il a également dessiné l'emplacement du fameux buste défiguré d'Akhenaton. D'après les plans de l'archéologue, le buste de Nefertiti était posé sur une étagère dans l'angle de l'atelier. C'est au sol, à l'entrée à gauche, que Borchardt découvre d'abord le buste d'Akhenaton. Puis, le temps fait son ouvrage. Le mur extérieur se serait effondré et le buste de Nefertiti avec. Akhenaton est retrouvé en plusieurs morceaux, alors que Nefertiti, juste à côté, est intacte, comme si elle venait de sortir de l'atelier du sculpteur. Étrange. Cette histoire ne serait qu'une supercherie, une imposture de Borchardt. C'est ce qu'affirme l'historien suisse Henri Stirling, qui a enquêté pendant plus de 20 ans. Il remet en question le rapport de Borchardt et accuse tout simplement Nefertiti d'être trop belle pour être authentique. Comment est-ce qu'il est possible qu'un objet aussi lourd, aussi délicat, avec une peinture absolument intacte, puisse tomber, comme Borchardt le suppose, d'un rayonnage qui est à peu près à 1,50 m du sol, dans des éboulis, dans des cailloutis, sans s'abîmer, surtout qu'il indique que l'objet est tombé face contre terre. Et puis, il se dit que c'est quand même un objet tellement délicat que c'est pas possible que... Les seuls éléments qui ont été abîmés, c'est les oreilles. Or, les oreilles, elles n'entrent pas en contact brutal avec le sol quand l'objet tombe. Au début de l'enquête en 1984, Henri Stirling confie ses doutes à Dietrich Wildung, un des plus grands égyptologues allemands, hors de tout soupçon. À l'époque, il est directeur du musée de Munich. Il a étudié le buste pendant de longues années et donne raison et encourage même Henri Stirling dans une lettre. Je suis étonné de recevoir une lettre qui me dit votre projet est tout à fait concluant, il est convaincant. Il le dit dans une lettre qu'il m'a envoyée où il dit
ist sehr schlüssig und überzeugend. Schlüssig, convaincant et cohérent. Dans ce courrier, Dietrich Wildung confirme également que lui aussi a des doutes sur l'étrange état de conservation de Néfertiti, que son style ne correspond pas à celui de l'époque d'Akhenaton et qu'il est même prêt à faire la préface de son enquête. Puis en 1989, il est nommé conservateur du buste de Néfertiti et fait volte-face. Et puis subitement, Wildung m'envoie une autre lettre où il m'annonce qu'il est nommé comme directeur du musée de Berlin. Et évidemment, Berlin, c'est la ville où est conservé le buste de Néfertiti. Et tout le problème se repose d'une manière complètement différente pour lui. Il me dit qu'il est obligé de prendre ses distances avec le projet et il ne peut plus s'engager. Mais en plus, chose qui me semble déjà plus inquiétante, il m'envoie 2 émissaires de Berlin, du musée de Berlin, qui sont tous les 2 des égyptologues, 2 émissaires qui sont chargés de me dissuader de continuer ma recherche. Mais l'historien Henri Stirling n'est pas un homme à se laisser impressionner. Il va enquêter, sans relâche, mais désormais, seul contre tous. Intrigués par cette histoire, nous retournons à Berlin pour un rendez-vous programmé avec Dietrich Wildung. La veille de notre rencontre, l'expert archéologue annule l'interview. Nous le rappelons, feignant de ne pas avoir reçu son message. Allô? Wildung. Oui, monsieur Dietrich Wildung? Ja. Je vous appelle parce que nous avons rendez-vous demain pour une interview au sujet de Néfertiti. Je voulais savoir à quelle heure on se retrouvait. J'ai envoyé aujourd'hui un email. Je refuse catégoriquement de mentionner cet objet. Autrement, j'aurai des grandes difficultés. On apprendra plus tard que les autorités allemandes ont interdit formellement à M. Wildung de communiquer sur le buste de Néfertiti et d'évoquer l'enquête d'Henri Stirling. Pour l'historien, le buste de la reine serait le fruit d'une expérience. Borchardt aurait fait fabriquer une copie du buste de Néfertiti. Borchardt voulait étudier la technique de la sculpture sur plâtre et surtout la façon dont les Égyptiens utilisaient la couleur. Et pour cela, Borchardt aurait eu à sa disposition des matériaux trouvés sur place dans les fouilles de Tel El Amarna. Il a tout sur place. Vous savez, le plâtre, c'est pas compliqué à faire, c'est indatable. Et puis la pierre qui est au centre, c'est pas ce qui manque en Égypte. Les pierres, vous voyez, c'est vraiment le pays du calcaire. Alors, on sort un gros bloc de calcaire, on les pauvre pour juste qu'ils prennent à peu près la forme de la statue qu'on va faire, et puis on met du plâtre, et là, le sculpteur entre en action et fait véritablement une copie des visages qu'il avait en grande quantité dans les découvertes qui avaient été faites, des objets authentiques. Comme ce buste, un authentique modèle de Néfertiti inachevé, trouvé également dans l'atelier de Toutmès, le sculpteur d'Akhenaton. Sur celui-ci, on remarque des traces de charbon. Elles indiquent les parties restant à sculpter. Borchardt aurait-il utilisé un modèle comme celui-ci, trouvé sur place, et qui aurait ensuite été coloré ? Borchardt, qui le dit très clairement dans ses carnets de fouilles, avait découvert des pigments en grande quantité, il nous le dit, et qui sont prêts à l'emploi. Mais alors, s'il s'agissait d'une copie expérimentale, comment expliquer que Borchardt n'en ait jamais parlé à son entourage ou dans son rapport de fouille ? D'après l'historien, le 5 décembre 1912, l'archéologue Borchardt est au Caire. Il apprend qu'une des familles princières de la future Allemagne, de passage en Égypte, souhaite visiter son chantier de fouilles. Borchardt, pris de court, rejoint Tel El Amarna au plus vite. Le jour de son arrivée, le 6 décembre 1912, devait être un jour de repos pour les ouvriers. Il remet immédiatement ses équipes au travail. Puis fièrement présente aux Altesses le fruit de ses recherches. Par excès de zèle, le contremaître des fouilles Sénoussi, l'Égyptien, s'absente un instant et revient avec la reine Néfertiti dans les bras. La famille royale s'extasie devant le chef-d'œuvre.
un photographe immortalise l'événement. Borchardt n'aurait pas eu le temps d'expliquer aux Altesses qu'il s'agissait d'une copie et non d'un authentique. D'après Henri Stirling, cette photo sera le piège qui se refermera sur l'archéologue. On ne peut pas, comme ça, dire à des Altesses qui sont en train de s'extasier devant un objet « Écoutez, vous vous trompez, c'est ridicule ». On ridiculise les Altesses. Il a été tenu de ne pas démentir, auquel cas il couvrait de ridicule les Altesses royales, et c'était un crime de lèse-majesté qui, à l'époque, était quand même quelque chose de très grave et pouvait vraiment porter atteinte à toute sa carrière. Après la visite royale, le buste va disparaître étrangement pendant près de 11 ans. Borchardt l'aura confié discrètement à son mécène, James Simon. C'est grâce à ce riche industriel que l'archéologue a pu financer une partie de ses fouilles à Tel-el-Amarna. Quand James a reçu le message de la découverte du buste, il était très excité. Tout Berlin attendait le retour de la reine, mais le buste a terminé sur la commode de chez mon arrière-grand-père pendant plus de 10 ans. De 1912 à 1924, Borchardt refusera systématiquement d'exposer la reine en public. Moi d'abord, je ne m'étais pas rendu compte que l'œil qui manquait était aussi une atteinte aussi forte à son portrait, à son image. Néfertiti borgne, un crime de lèse-majesté, un sacrilège porté à l'image pharaonique de la grande reine d'Égypte. Pour vérifier cet argument, nous nous rendons à l'université de Liège en Belgique, chez Dimitri Labourie. C'est un des plus grands spécialistes de l'histoire de l'art et de l'archéologie en Égypte pharaonique. Il nous livre son expertise sur le sujet. C'est un buste d'atelier, c'est un objet utilitaire en fait. C'est un buste qui est destiné à permettre au sculpteur de reproduire de façon fidèle l'image canonique de Néfertiti telle qu'elle a été décidée par Akhenaton et probablement par Néfertiti elle-même aussi. Pour le professeur Labourie, ce buste, comme d'autres objets royaux, était un outil de communication. La représentation officielle de la reine Néfertiti devait être reconnaissable au premier coup d'œil par les prêtres, le peuple, du nord au sud de l'Égypte. Une sorte de Marianne pharaonique. Quant à l'œil borgne qui choque l'historien Henri Stirling, d'après les experts, il servirait de modèle pour indiquer la forme et la profondeur exacte qu'il faut sculpter pour ensuite incruster correctement les yeux de Néfertiti. Pour Dimitri Labourie, ce buste royal était un modèle d'atelier typique du style de la famille d'Akhenaton. Si on regarde la bouche d'Akhenaton, si on regarde la bouche des princesses amarniennes, si on regarde la bouche du beau-père de Néfertiti, elle est traitée avec ce même sensualisme, de façon différente, mais l'esthétique même est semblable. Mais l'élément déterminant en faveur de l'authenticité du buste aurait été démontré par un des meilleurs égyptologues allemands, Rolf Krauss. Ce que l'on sait, c'est que ce buste a été fabriqué selon une grille de proportion. Pas n'importe quelle grille de proportion, mais celle du doigt égyptien. Dans leur système de mesure, les Anglais ont le pied ou le pouce. Les Égyptiens utilisaient le doigt en référence. Pour créer un nouveau buste, le sculpteur d'Akhenaton aurait dessiné au préalable une grille de référence pour les sculpteurs des autres régions d'Égypte. Chaque ligne était calculée sur la largeur d'un doigt. Le buste de Néfertiti devait correspondre à cette unité. Rolf Krauss a mis également en évidence que certaines intersections correspondaient systématiquement à des points anatomiques précis sur le visage, comme ceux de la base du nez ou de la bouche. Ainsi, la longueur du visage de la reine est calibrée de la base du menton à celle de la coiffe. Elle est construite suivant une grille de proportion calculée en unité de mesure égyptienne, 1,875 cm, le doigt égyptien, ce qui fait que elle est métriquement construite et il aurait fallu que le faussaire sache à l'époque qu'il fallait utiliser le centimètre égyptien et non le centimètre actuel. Cette grille de proportion aurait permis de standardiser la fabrication du buste de Néfertiti
dans toute l'Égypte. Apparemment, les faussaires du début du XIXe siècle ignoraient cette particularité. Mais il y a une autre anomalie qui fait dire à l'historien que ce buste est une aberration. Les épaules coupées verticalement. Les bras de ce buste étaient coupés à la verticale. Or, à quelques très très rares exceptions près, c'est une formule qui n'existe pas dans l'art égyptien. Les bustes sont coupés horizontalement à la hauteur des épaules et non pas verticalement. Le buste de Néfertiti, aux épaules coupées verticalement, serait-il un cas unique dans l'histoire de l'Égypte? Pour en savoir plus, nous retournons cette fois à Berlin, au Neues Museum. Sa directrice, Madame Seyfried, nous affirme qu'il existe un autre exemplaire de buste aux épaules coupées verticalement. Ce buste, trouvé par Borchardt dans ses fouilles de 1912, fait partie d'une série d'objets jamais exposés en public. Irritée par le scandale du livre d'Henri Stirling, Madame Seyfried a remué toutes les archives de la réserve pour ressortir ce fameux buste, ou plutôt ce qu'il en reste. Oui, c'est possible de montrer d'autres bustes avec des épaules coupées verticalement. Celui-ci, par exemple, vient des fouilles de Tel el-Amarna. Vous pouvez voir encore le trait qui signale l'axe central du buste et vous voyez bien, ces épaules coupées sont comme celles de la reine colorée. Il existerait donc un deuxième buste aux épaules coupées. Dans cette bagarre d'experts, cet argument est-il suffisant pour prouver définitivement l'authenticité de la reine Néfertiti? Retour sur Berlin. Le Neues Museum, pour tenter de mettre fin à toutes ces rumeurs, a décidé de soumettre le buste de Néfertiti au détecteur de mensonges. La science va-t-elle prouver son authenticité? Le buste a été transféré à l'hôpital de la Charité de Berlin pour y subir un scanner. On peut enfin voir ce que Néfertiti a dans la tête. Première constatation. Le buste est formé d'un noyau calcaire, un noyau enrobé de plâtre, une technique qui a permis aux sculpteurs ou aux faussaires de modifier certaines parties du buste. Ce qui signifie que Néfertiti aurait été retouchée. Vous voyez très bien ici l'épaule vue de l'arrière. La partie blanche, c'est la pierre calcaire. Et ce que vous voyez au-dessus en gris, c'est du plâtre. C'est une application faite après la sculpture. C'est un rajout de plâtre pour corriger. Ce que vous voyez très clairement sur cette vue arrière, c'est que l'épaule droite est plus haute que la gauche. Du plâtre pour corriger et renforcer la courbe du cou du buste en calcaire de Néfertiti. Et ce n'est pas fini. Le sculpteur ou le faussaire a même corrigé les joues et les pommettes du visage, ainsi que l'arête du nez de Néfertiti en rajoutant là aussi du plâtre, le premier lifting de l'histoire. Mais en dehors de cette chirurgie plastique, que prouve cette tomographie? Où la tomographie n'est pas une preuve, au contraire. On ne peut, en coupant des tranches dans l'intérieur d'un objet, en rien expliquer l'époque à laquelle cet objet est né. On peut tout simplement dire que dans cet objet, il y a un nœud de pierre, il y a un noyau de pierre, et il y a une couche d'enveloppe qui a été sculptée. Mais à quel moment? On est totalement incapable d'y répondre. On ne peut pas dire que grâce à cette méthode, ce buste est âgé de 3300 ans. Reste la couche de plâtre, appliquée sur le buste en calcaire de Néfertiti. Ce plâtre date-t-il de l'époque d'Akhenaton? Les Allemands ont extrait un échantillon de ce plâtre sur le buste de Néfertiti pour le faire analyser par un chimiste spécialiste des objets égyptiens. Dans ce morceau de plâtre, on retrouve un mélange d'éléments qui existait uniquement à la période amarnienne et un peu avant. C'est au même titre que l'architecture et les masques. C'est-à-dire que ce mélange, c'est une invention de l'époque. La composition de ce plâtre est donc typique de la période de Amarna. Autrement dit, le plâtre qui recouvre le buste de Néfertiti était bien celui qui était utilisé par les Égyptiens
il y a 3300 ans. À l'époque de la découverte du buste, on ne pouvait pas connaître la composition de ce plâtre, parce que la technique d'analyse permettant d'y arriver a été mise au point uniquement dans les années 50. Un faussaire ne pouvait donc connaître la composition de ce plâtre. Reste l'éventualité qu'il aurait pu utiliser du plâtre trouvé sur place en 1912. Question pour l'instant restée sans réponse. Reste une dernière chance d'authentifier Néfertiti grâce à la science. Les pigments, qui donnent cet aspect si vivant à la reine. Des pigments qui imitent parfaitement la couleur de la peau et rendent sa bouche si sensuelle. 4 couleurs dominent l'art égyptien: le bleu, le vert, l'ocre et le jaune. La technique d'utilisation et de mélange des pigments par les artistes égyptiens est spécifique à chaque dynastie. En analysant les pigments trouvés à Tel El Amarna, allons-nous confirmer l'authenticité du buste? L'analyse des pigments a démontré que c'est bien des couleurs qui ont été utilisées dans l'Antiquité égyptienne. Et la technique d'utilisation de ces pigments a été abandonnée après cette période. Mais là aussi, le faussaire aurait pu tricher. Rappelez-vous, lors de la découverte de Néfertiti, Borchardt avait trouvé sur place, dans l'atelier de Toutmès, le sculpteur, un petit trésor, des pigments de toutes les couleurs. Du jaune, de l'ocre tirant sur le rouge, de l'ocre clair et même le fameux bleu lapis lazuli. À la fin du règne d'Akhenaton, quand les artisans sculpteurs ont abandonné leurs ateliers de Tel El Amarna, ils ont emporté les choses les plus importantes. Certainement une grande partie des réserves de pigments, mais c'est vrai, ils en ont laissé quelques-uns sur place. Des pigments, suffisamment pour colorer une reine. Alors, Néfertiti, vraie ou fausse? Du côté des experts, il n'y a aucun doute. Toutes les analyses historiques et scientifiques sont catégoriques. Les matériaux sont donc authentiques. Mais il y a un problème, une contradiction, un doute. Aucun des matériaux dont elle est constituée ne permet de lui donner un âge. Aucune expertise scientifique ne permet à l'heure actuelle de dater les sculptures en pierre. La reine polychrome, à l'éternelle jeunesse, continuera pendant de longues années à défier la science. Et comme toutes les grandes dames de l'histoire, à cacher son âge. Au début du XXe siècle, les bourgeois passionnés d'Égypte jouent aux explorateurs en suivant les traces des archéologues. La découverte du buste de Néfertiti par l'archéologue Ludwig Borchardt a déclenché un engouement particulier pour les objets datant de l'époque d'Akhenaton. Mais hélas, ils sont très rares sur le marché. Qu'à cela ne tienne, les faussaires vont se mettre au travail. Au Caire, au début du XXe siècle, un certain Émile Brugusch va trouver la bonne combine. Il va fournir à des artistes des œuvres authentiques pour les faire copier et en faire des faux. Rien de plus facile pour ce petit futé. À l'époque, il est responsable du magasin des antiquités égyptiennes au musée du Caire. Pendant une période, le musée autorisait ses collaborateurs, donc surtout les restaurateurs, à prendre des objets chez eux pour les étudier, soi-disant. Certains de ces restaurateurs deviendront de redoutables faussaires. Il ne reste aucune trace aujourd'hui de leur identité. Voici les 2 seules photos connues d'un faussaire vers 1910. Celle d'un Maltais du nom de Paolo Dingli. Peintre, sculpteur et faussaire à ses heures, il exerçait son art à domicile. Petite anecdote qui a son importance. Ludwig Borchardt le fréquentait régulièrement. Une des missions de Borchardt était de s'occuper des achats pour les collections allemandes des musées. À cette époque, le business des faussaires était florissant. Il fallait à tout prix éviter de faire de mauvais achats. Et les faussaires sont nombreux à cette époque.
Difficile d'évaluer aujourd'hui leur production. Mais néanmoins, une question se pose. Existe-t-il encore des faux de cette époque exposés dans les musées ? Il n'existe pas un musée au monde qui ne possède pas de faux. Il faut dire que les faussaires livraient un travail de très grande qualité et en tant qu'experts, nous ne sommes jamais à l'abri d'acheter un faux. Et même nous, dans nos réserves, on possède des faux. Des faux, qui pour la plupart remontent aux années 20. 100 ans plus tard, la capitale égyptienne et ses 16 millions d'habitants abritent-elles encore des faussaires aussi doués que ceux de la première génération? Pour tenter de les rencontrer, nous avons pris contact avec l'un d'entre eux. Luc Vatrin, archéologue et chasseur de faux, nous accompagne. Pour rencontrer ces faussaires, nous quittons le Caire pour prendre la direction de Memphis. Alors on se dirige là vers Memphis, l'antique Memphis qui se situe à 25 km au sud du Caire, où se trouve donc une zone d'atelier où vivent et travaillent les plus performants des contrefacteurs égyptiens. Ça va être chaud dans tous les cas, il faut être prudent, mais le fait de pouvoir aussi de parler l'arabe va nous aider, je pense, à instaurer une confiance assez rapidement. Le repère des faussaires dans la banlieue du Caire se situe à Mitraïné, un quartier sensible. Aucun touriste ne s'aventure ici. Pour entrer en contact avec les faussaires, nous nous faisons passer pour de gros acheteurs travaillant pour le compte de collectionneurs fortunés. Nous avons rendez-vous avec Moudir, un jeune faussaire. En ce moment, Moudir travaille sur du calcaire. Il nous propose de sculpter une petite tête de pharaon en moins de 10 minutes. Non. Ce qui est bien, c'est que tu vas voir à quelle rapidité il passe. Ah oui. Non, puis là, on voit la technique, c'est-à-dire les points de repère, hein, les encoches. Voilà. Le calcaire qu'il a choisi est très tendre. À l'aide d'une simple râpe, Moudir finit sa démonstration en quelques minutes. Puis il trempe la sculpture dans l'eau pour faire apparaître les nervures de calcaire. Le résultat est convaincant. On ose imaginer ce que ce jeune sculpteur pourrait faire en 2 mois de travail d'après une œuvre originale sur une statue en granit ou en diorite. Non, il travaille bien quand même. Demande-lui si je lui amène un original, est-ce qu'il peut me le refaire à la perfection? Oui, je peux copier. Et je te le ferai vraiment bien. D'ailleurs, je peux te montrer quelque chose. Je peux t'apporter quelque chose de vraiment. Pour achever de nous convaincre qu'il pourrait faire partie de nos fournisseurs, Moudir nous montre un buste en granit rose sur lequel il s'entraîne en ce moment et qu'il a copié juste d'après une simple photo. La pierre qu'a utilisée Moudir est vieille de 3000 ans. De quoi tromper les meilleurs experts. Mais d'où vient-elle? Comment est-il possible de se procurer une pierre datant de l'époque des pharaons? La réponse se trouve à quelques centaines de mètres de la maison de Moudir, les ruines d'un temple de l'époque de Ramsès II. C'est un des morceaux du grand temple de Ptah à l'époque ramesside. En plein centre-ville de Mitraïné, ce site est laissé à l'abandon, sans surveillance. Une mine pour les faussaires. Il suffit de se pencher pour récolter des vestiges de l'Égypte antique. Dans quelques années, ce site sera entièrement pillé. Il ne restera plus rien, sinon que des faux sculptés dans la jambe de Ramsès II ou dans une colonne à hiéroglyphes, qui, elles, par contre, sont authentiques. Berlin, mars 2011, 1 an et demi après l'inauguration du Neues Museum. Des milliers de visiteurs se bousculent pour venir rendre visite à la meilleure ambassadrice d'Égypte en Allemagne, la reine Néfertiti, la Joconde des Allemands. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, au Caire, ce nouveau succès de la star du Neues Museum a provoqué une grande colère et réveillé des sentiments nationalistes.
au fond de l'allée centrale du Grand Musée du Caire, l'homme le plus puissant dans le monde de l'égyptologie nous a donné rendez-vous dans la salle dédiée au grand pharaon Akhenaton et son épouse Néfertiti pour une déclaration de guerre. Cela fait plus de 2 ans que nous avons enquêté jusqu'à ce que nous ayons la preuve que le buste de Néfertiti à Berlin a été emporté de façon illégale en dehors de l'Égypte. Le buste de Néfertiti devrait être aujourd'hui dans ce musée, non pas à Berlin. Le buste de Néfertiti, volé par les Allemands? Pourquoi Zahi Hawass prononce-t-il une accusation aussi grave? Au début du XXe siècle, le résultat des fouilles était partagé à part égale entre l'Égypte et les archéologues. D'après Zahi Hawass, secrétaire suprême des Antiquités en Égypte, Ludwig Borchardt aurait triché concernant la reine Néfertiti. À cette époque, il y avait une règle qui disait que tout objet représentant un roi ou une reine découvert à Tel El Amarna ne pouvait quitter l'Égypte. Janvier 1913. Le service des Antiquités égyptiennes demande à un Français, Gustave Lefebvre, d'assurer le partage des fouilles du trésor de Borchardt. C'est lui qui a décidé de donner la reine Néfertiti aux Allemands. Une décision incompréhensible. Comment expliquer que le Français Gustave Lefebvre ait accepté de laisser partir le plus beau buste de l'histoire d'Égypte au musée de Berlin? Voici la version officielle des Allemands. Le 17 janvier 1913, ce fameux Gustave Lefebvre quitte le Caire pour Tel El Amarna. Les fouilles ont été arrêtées il y a déjà 1 mois. Tous les objets découverts par les Allemands ont été répertoriés et mis en caisse, prêts à partir au musée de Berlin. Ludwig Borchardt attend Gustave Lefebvre. L'Allemand est nerveux, car il craint que Lefebvre n'emporte avec lui sa plus belle découverte, la reine Néfertiti. Que s'est-il passé ce soir-là? Nous le savons grâce au témoignage d'un collègue de Borchardt, Bruno Guteborg. Il a été le témoin de toute la scène du partage et a tout relaté dans une lettre. Guteborg a dit que les caisses étaient ouvertes. Ils ont tout regardé. Personne n'était là pour voir. Gustave Lefebvre a fait son choix. Mais comment Lefebvre a-t-il fait ce choix? Pourquoi a-t-il laissé le buste de Néfertiti aux Allemands? D'après Guteborg, le témoin du partage, Borchardt aurait manœuvré de façon très habile. Il savait que le jeune Gustave Lefebvre ne s'intéressait pas aux sculptures, mais était un spécialiste des écritures anciennes. Pour éviter que Lefebvre n'aille fouiller dès son arrivée dans la caisse de Néfertiti, Borchardt lui présente, comme objet numéro 1, une stèle en couleur, représentant le couple Akhenaton-Néfertiti et les princesses. Lefebvre se jette dessus pour étudier les hiéroglyphes. Puis, d'après le témoin de la scène, Borchardt présente à Lefebvre non pas les objets de ses fouilles, mais des photos en noir et blanc. Des photos de sculptures, des bustes de princesses et surtout une photo de la reine Néfertiti. Un portrait si majestueux que Lefebvre aurait dû reconnaître la reine. L'homme par qui le scandale va arriver, c'est Rolf Krauss. Ancien conservateur du musée égyptologique de Berlin, il décide enfin de dévoiler toute la vérité sur ce partage. Il affirme que Lefebvre n'a jamais examiné le contenu des caisses et qu'on ne lui a pas présenté la photo de la reine Néfertiti, mais une autre photo. Mais alors laquelle? Guteborg a écrit que Lefebvre a vu une mauvaise photo de Néfertiti. C'est-à-dire sur la photo, on ne voyait qu'une partie du buste, le nez, la bouche et les yeux, mais pas la totalité du buste.
Et la photographie était sombre, pas en couleur comme les photos d'aujourd'hui. Ce que Lefebvre aurait vu en photo, c'est donc une reine privée de sa coiffe royale et de son collier, ressemblant tout à coup à une princesse. Mais Lefebvre avait la possibilité d'aller juger sur pièce en sortant les objets des caisses. S'il avait eu ce réflexe, il aurait découvert le splendide buste de Néfertiti. On a emmené Lefebvre vers les caisses. Lefebvre n'a pas demandé à faire sortir les pièces originales. Il ne pouvait pas savoir que dans l'une d'entre elles, il y avait une si jolie pièce. Borchardt a fait tout son possible pour cacher la beauté du buste et il l'a sorti d'Égypte illégalement. Borchardt aurait-il trompé Lefebvre en lui montrant une photo tronquée de la reine? Qui a triché? Évidemment, Borchardt. D'après l'archéologue Rolf Krauss, le buste de Néfertiti devrait se trouver aujourd'hui au musée du Caire. Mais il nous fallait une preuve définitive. C'est un document de 1913 qui va nous l'apporter. Un document exceptionnel. La liste de partage officielle des fouilles de Borchardt de 1912, écrite de la main de Gustave Lefebvre. Dans la colonne de gauche sont répertoriés les objets choisis par Lefebvre pour le musée du Caire. L'objet numéro 1, la fameuse stèle peinte représentant Aménophis IV, Akhenaton, et la reine Néfertiti jouant avec les princesses. Dans la colonne de droite, parmi les objets destinés au musée de Berlin, l'objet numéro 1 est bien un buste, mais pas celui d'une reine. Celui d'un buste en plâtre peint d'une princesse de la famille royale. La reine Néfertiti n'a donc jamais existé officiellement dans le partage le plus controversé de l'histoire de l'Égypte. Néfertiti reprendra-t-elle un jour sa place de reine en Égypte pour ne laisser derrière elle que son ombre royale?